Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Premier conseil des ministres ce mercredi après la réélection du président de la République Alassane Ouattara. Avant le conseil, le premier ministre, chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan a félicité le chef de l'État pour sa brillante réélection. Il a indiqué que le gouvernement va s'approprier le concept de l'ivoirien nouveau. À son tour, le président de la République a salué l'immense travail abattu par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et puis, lors de ce conseil des ministres, il a été décidé de mettre fin au monopole pour lutter contre la vie chère. On en parle avec Jean-Jacques Kouaméala. Vers la fin de la situation de monopole sur le marché ivoirien de la grande distribution. Un marché contrôlé jusque-là par deux grandes entités, à savoir la Société ivoirienne de promotion des supermarchés Prosuma et la Compagnie de distribution de Côte d'Ivoire CDCI. Elles détiennent à l'elle seule plus de 90% de parts de marché. Dans un projet d'ordonnance pris en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a décidé d'ouvrir ce marché à la concurrence afin de lutter contre la vie chère. Le faisant, l'État de Côte d'Ivoire prévient ainsi toute possibilité d'abus des positions dominantes. Aussi, l'arrivée de nouveaux concurrents va favoriser une meilleure offre en matière de produits disponibles à des coûts maîtrisés dans les hyper et supermarchés, ce qui va améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette ouverture prochaine du marché de la grande distribution va également profiter à la production locale avec à la clé la signature probable de contrats d'approvisionnement entre producteurs locaux des différentes filières et les tenants des grandes surfaces. Sur le plan social, ces nouveaux investissements vont favoriser la création de milliers d'emplois décents. Pour être complet, ce projet d'ordonnance révèle un aspect attractif, étant donné qu'investir dans ce secteur n'est à la portée de tous. Il s'agit notamment de mesures fiscales incitatives en faveur des promoteurs qui réalisent de grands investissements à usage commercial dont le coût s'élève à au moins 10 milliards de francs CFA. Du 28 au 30 octobre dernier s'est tenue à Dakar, au Sénégal, une conférence internationale sur la gestion des finances publiques. Une conférence qui a réuni en plus des ministres des Finances, des partenaires au développement, des experts et des organisations professionnelles comptables. Les participants ont fait l'état des lieux et des progrès accomplis dans la réforme de la gestion des finances publiques et lancé un appel à l'action pour relever les défis persistants. On reste avec Jean-Jacques Kwame. À quoi servirait la croissance économique que connaissent les pays africains ces dernières années si les ressources financières qui en découlent font l'objet d'une mauvaise gestion? C'est la problématique qui a réuni à Dakar, au Sénégal, 17 pays africains francophones. 3 jours durant, décideurs politiques, partenaires au développement et experts ont planché sur une utilisation efficace et efficiente des finances publiques par les États. Aujourd'hui, autant la mobilisation des ressources publiques pour le développement constitue un défi majeur, autant l'utilisation optimale de ces ressources rares appelle plus d'efficacité de la part des pouvoirs publics. La transparence et la reddition des comptes étant désormais les maîtres mots de la nouvelle gouvernance économique et financière. Si les gouvernants ont conscience de l'urgence, il leur faut cependant une denrée essentielle, à savoir une information financière de qualité, d'où le rôle prépondérant des professionnels comptables dans la conduite des réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques qui donnerait lieu, entre autres, à une augmentation de l'emploi et une meilleure promotion de la lutte contre la pauvreté. La principale propriété des états financiers de l'État est de garantir la transparence de l'action publique pour toutes les parties prenantes et cela se traduit par des états financiers lisibles suivant les normes comptables usuellement comprises, à l'instar des IPSAS qui sont conçus par la profession comptable mondiale, c'est-à-dire l'IFAC. Sur la base de cette convergence de vues, les participants à la rencontre de Dakar ont lancé un appel à l'action pour l'application effective des réformes engagées en matière de gestion des finances publiques dans les pays francophones d'Afrique.
Pour aborder la rentrée scolaire 2015-2016 avec sérénité et atteindre ses objectifs, notamment l'amélioration du taux de scolarisation et de rendement scolaire, la direction des cantines scolaires a initié une rencontre avec les conseillers régionaux des cantines. Cette rencontre avait pour but d'améliorer le fonctionnement des cantines à travers la mise en application du plan opérationnel 2015-2016 élaboré par la direction des cantines scolaires. Nous Sangaré par Gassoro Kone. Pour l'année scolaire 2015-2016, un plan opérationnel pour la gestion efficace des cantines a été élaboré par la direction des cantines scolaires. Pour la mise en application de ce plan, une rencontre entre la direction des cantines scolaires et le conseiller chargé des cantines est initiée. Nous avons obtenu du gouvernement américain le projet Magovendol. Et donc, il y a certains critères que les conseillers doivent remplir pour que le projet soit attribué à leur cantine. Donc, il s'agit pour nous de leur expliquer les critères de choix des cantines Magovendol et puis de leur expliquer les activités qui rentrent dans le cadre du projet Magovendol et puis les mécanismes de suivi et les renforcements des capacités qui auront lieu dans le cadre de ce projet-là. Venus de toutes les régions du pays pour prendre part à cette rencontre, les conseillers chargés des cantines scolaires se sont penchés sur la cartographie des cantines, les bonnes pratiques en matière de collecte des vivres et les procédures de gestion des vivres pour la rentrée scolaire 2015-2016. La question de l'introduction du soja texturé dans les mets locaux des cantines a été également abordée, une initiative fortement saluée par les participants. Tout ce qui nous a été présenté, tout ce qui nous a été dit, c'est pour nous permettre d'aborder l'année scolaire 2015-2016 avec de bons moyens pour pouvoir assurer un bon travail sur le terrain. Aujourd'hui, le cheval de bataille de Madame le directeur des cantines scolaires, c'est d'impliquer toutes les populations afin que les enfants de Côte d'Ivoire, d'où qu'ils se trouvent, chacun puisse manger un repas chaud à la cantine à midi pour améliorer les taux de scolarisation et les taux de rendement scolaire. Selon le Fonds mondial pour l'alimentation FAO, la faim constitue l'un des freins à la scolarisation et au faible rendement scolaire. Le CCTOS, le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique, a organisé hier mercredi à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan la deuxième édition de sa journée portes ouvertes sous le thème « L'amélioration des plateformes des performances individuelles ». Cette journée visait à faire connaître les services de cette structure aux populations. En marge de cette rencontre, des séances de dépistage bucco-dentaire et de sensibilisation ont aussi été organisées. Reportage Patrick Assamoa dans un commentaire de Parc Gassoro Kone. Personnes âgées, femmes, jeunes, tout petits ont pris d'assaut les différents box du Centre de consultation et de traitement odontostomatologique CCTOS. Ce mercredi avait lieu la deuxième édition de la journée porte ouverte du CCTOS et les soins étaient gratuits. Le service est vraiment impeccable, c'est bon, les gens sont accueillants, ils t'expliquent un peu comment, pourquoi ta dent agit comme ça, comment il faut remédier. Cette journée porte ouverte, le CCTOS l'a mis à profit pour promouvoir ces différents services, mais surtout améliorer les performances individuelles des praticiens, les chirurgiens dentistes notamment. Et le sens de cette journée, en fait, c'était d'abord pour faire connaître le centre, le CCTOS à la population et en même temps faire la promotion des activités du CCTOS. Cette conférence pour permettre aux praticiens de réaliser qu'on n'a pas besoin de grands moyens. Avec le peu que nous avons, nous pouvons faire de grandes choses. En fait, nous essayons de faire des dépistages de tout ce qui est anomalie bucco-dentaire. Tout ce qui est pathologie de la dent, tout ce qui est pathologie des tissus de la dent, puisque la dent n'est pas seule dans la bouche. Notre rôle sera de faire en sorte de renforcer davantage avec l'équipe de coordination sur place en identifiant les problèmes pour les résoudre au fur et à mesure afin que nous soyons aptes à répondre de façon efficace et efficiente aux besoins de santé de nos populations en matière de soins bucco-dentaires. Conférences, visites des stands ont meublé cette journée porte ouverte du CCTOS qui se tient tous les ans à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Direction Yopougon, l'hôpital général de la commune précisément, où la fondation Cœur et Cœur vient de faire don. Guillaume Zéré, Serge Collier. Un mois après le don aux élèves démunis de la commune de Yopougon, la fondation Cœur et Cœur vole au secours de l'hôpital général de la même commune. 15 bassines et 15 matelas pour la nurserie, des bancs
et une cuve de 2000 litres. Pour couronner ce geste, 50 kits de naissance pour les mères qui viennent juste de donner naissance dans cet hôpital. Il n'y a pas meilleur espace pour célébrer la vie qu'une maternité. Parce que c'est à la maternité qu'on donne la vie. C'est à la maternité que des bébés poussent leur premier cri. C'est à la maternité qu'ils poussent leur premier soupir. Nous avions pris l'engagement d'apporter quelque chose qui puisse réjouir le cœur de maman. Nous avions pris l'engagement d'apporter quelque chose qui puisse permettre à des patients d'être à l'aise quand ils viennent dans ce centre hospitalier. Et nous sommes là ce matin pour honorer cet engagement. De la gaieté et de la joie dans ce centre hospitalier, la Fondation en a donné. Mon premier enfant s'est passé par une césarienne. Je remercie beaucoup l'ONG. C'est un miracle qu'on a vu matin là même, on était vraiment contents. On vous remercie beaucoup même. Les mères sont heureuses, tout comme les responsables de l'hôpital général de Yopougon. Nous ne pouvons que être heureux et apprécier ces dons à la juste valeur. Ces dons de la Fondation ont précédé la 5e édition du concert de la vie. Pendant plus de 3 heures, au stade de la Sogefia, les populations de Yopougon ont célébré la vie en présence de nombreux artistes chrétiens. Le mondial du bâtiment se tient du 2 au 6 novembre 2015 au parc d'exposition de Paris-Nord Villa-Pointe en France. La Côte d'Ivoire, qui y participe depuis 2011, est encore présente cette année. Elle est représentée par la Chambre de commerce et d'industrie, le BNET, la SICOGI, la SODEFOR, Côte d'Ivoire Tourisme et l'Ordre des architectes. Objectif de cette participation, promouvoir l'industrie ivoirienne intervenant dans le domaine du bois. Christ Diomandé, Serge Collier. 2400 exposants, 350 000 professionnels prennent part à ce Salon international du bâtiment à Paris, en France. Pour sa 3e participation consécutive à ce grand rendez-vous du monde de la construction, la Côte d'Ivoire a dressé un stand d'exposition de 150 mètres carrés. Il est conçu à base de diverses essences issues de sa forêt. L'objectif est de vendre le savoir-faire des industriels et artisans ivoiriens intervenant dans le secteur du bois. La première journée a été marquée par la visite de plusieurs responsables d'entreprises étrangères et d'institutions au stand ivoirien. 6 pays africains sont présents à ce salon. Un mini-sommet Afrique-France sur le thème « Les enjeux de la construction, ville durable en Afrique » s'est tenu en présence de plusieurs personnalités. Sur l'agenda de la délégation ivoirienne, des visites d'entreprises de construction et des conférences débats sur des thèmes allant de la problématique du logement au programme national de rénovation urbaine, en passant par les grands projets actuels et à venir pour une Côte d'Ivoire émergente d'ici à l'horizon 2020. Le Salon international du bâtiment se tient au Parc des expositions de Paris-Nord du 2 au 6 novembre 2015. Dans un rapport publié mardi par des organisations de défense des droits de l'homme et de protection de l'environnement, dénonce les fausses affirmations de la compagnie pétrolière Shell. Selon la compagnie anglo-néerlandaise Shell, des travaux de nettoyage avaient été entrepris dans la région du delta du Niger. Le rapport conteste ces affirmations et soutient que la compagnie pétrolière n'avait pas suivi les recommandations du programme des Nations Unies pour l'environnement établi en 2011, celle de nettoyer la zone pétrolière dans l'Agoniland, une région au cœur du delta du Niger, au sud du Nigeria. Roger Yappé, Thomas Guessambi. Nettoyer. C'est l'intitulé du rapport publié ce mardi par Amnesty International et le Centre pour l'environnement, les droits de l'homme et le développement sur le delta du Niger. Ce rapport de 38 pages dénonce les affirmations du géant pétrolier anglo-néerlandais Shell, selon lesquelles il a nettoyé les zones lourdement polluées du delta du Niger dans le sud du Nigeria. Nous avons enquêté les déclarations de Shell concernant leur réponse à la marée noire dans le delta du Niger, en se concentrant sur 4 zones de l'Ogoniland et l'état de River au Nigeria. Nous avons vu qu'aux endroits où Shell dit avoir nettoyé, ce n'était pas le cas. Ces lieux sont fortement contaminés. Si vous y alliez aujourd'hui, vous verrez encore du pétrole au sol, dans l'eau. Et dans 2 des 4 endroits, vous pouvez encore sentir le pétrole dans l'air qui est très contaminé. Donc ce que nous disons, c'est que Shell doit nettoyer, mais aussi que le gouvernement nigérian doit tenir Shell pour responsable. En 2011, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE,
avait dénoncé l'étendue de la contamination causée par les déversements des oléoducs de Shell en pays Ogoni, une partie du Nigeria. Le delta du Niger est la première région productrice de pétrole en Afrique. Shell est la plus grande compagnie pétrolière internationale qui détient le marché. Elle gère environ 50 champs de pétrole et 5000 km d'oléoducs, pour la plupart vieillissants et mal entretenus. Selon les chiffres du géant pétrolier, près de 1700 fuites d'hydrocarbures ont lieu depuis 2007. Des chiffres contestés par les autorités nigérianes, car pour elles, c'est beaucoup plus que cela. En bref et en images, au Soudan du Sud, un avion cargo s'est écrasé hier mercredi après avoir décollé de l'aéroport de Djouba. Il y aurait eu 27 morts, au moins 27 morts. Ce bilan n'est pas encore définitif car selon la radio locale de l'ONU, Miraya, il pourrait y avoir une quarantaine de victimes. La radio ne précise toutefois pas combien se trouvait à bord de l'appareil. Les autorités sud-soudanaises annoncent 2 survivants, dont un enfant et un membre de l'équipage. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier mercredi au matin qu'il quittait ses fonctions après l'incendie de la discothèque de Bucarest et l'émotion suscitée dans le pays. Le drame a fait 32 morts vendredi 30 octobre. Le Premier ministre a fait une brève déclaration. Il a compris qu'il y avait un mécontentement dans la société, que cette société roumaine cherche des responsables pour la tragédie qui s'est passée vendredi soir dans l'incendie de la boîte de nuit et que ces responsables ne peuvent pas être seulement les patrons de cette discothèque. L'armée nigérienne a pour la première fois déployé des moyens aériens pour neutraliser les insurgés de Boko Haram dans le sud-est du Niger. Elle n'annonce pas de bilan. Pour l'heure, ces frappes ont visé une zone proche du village de Dagaya où des éléments des forces du Niger sont tombés dans une embuscade avant-hier, embuscade qui a fait 1 mort dans les rangs des soldats nigériens. Au Pakistan, une usine s'est effondrée mercredi 4 novembre, faisant au moins 18 morts et une cinquantaine de blessés. Au moins 250 travailleurs se trouvaient à l'intérieur de l'usine lorsqu'elle s'est effondrée et la plupart seraient des enfants âgés de 10 à 16 ans. Près de 100 personnes étaient toujours bloquées sous les décombres ce jeudi au matin. Le drame s'est déroulé dans une zone industrielle de l'est du pays. Un engin explosif pourrait être à l'origine du crash de l'avion russe dans le Sinaï. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement britannique à la lumière de nouvelles informations, alors que le groupe djihadiste État islamique réaffirmait être à l'origine du drame. 4 jours après la catastrophe aérienne, la pire qu'ait jamais connue la Russie, les causes du crash de l'Airbus A321 de la compagnie charter russe Metrojet, qui a fait 224 morts après son décollage de la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh, n'ont pas encore été élucidés. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec plaisir demain, 6h30, ici même, dans ce studio. RTI 1, la chaîne qui rassemble.